bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage, une émission d'Agora News Expérience Client qui a pour objectif de vous apporter un éclairage sur les actions, les textes, les tendances qui font bouger la relation client. Cette émission est aussi l'occasion de prendre du recul sur certaines pratiques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en abordant un sujet particulièrement sensible, le recouvrement. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Alors, comment gérer cette étape délicate de la relation client, qu'est le recouvrement? Que peut-on faire pour passer d'une injonction de payer, mal vécue par tout le monde et pas toujours efficace, à un accompagnement qui transforme véritablement l'expérience client? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Etienne. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes directeur général Collection Services chez WebHelp Payment Services. Et à ses côtés, Maxime Péquip, chargé de mission. Bonjour Maxime, chargé de mission prévention du surendettement au sein de la Fondation Crésus. C'est bien ça. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, donc vous êtes des spécialistes de cette question du recouvrement, c'est quel constat vous pouvez dresser aujourd'hui sur les pratiques qui ont généralement cours? Comment ça se passe? Historiquement, l'ensemble des acteurs du recouvrement, sociétés de recouvrement, huissiers de justice ou les services de recouvrement des créanciers, des donneurs d'ordre, ont appliqué des méthodes très standardisées, rigides, parfois uniques, pour relancer des débiteurs. On constate que depuis 3-4 ans, il y a une vraie réflexion des marques de modifier ces pratiques-là. Elles ont bien compris que le harcèlement, la menace, la pression relationnelle trop forte n'étaient pas bénéfiques et étaient souvent même contre-productives. Donc clairement aujourd'hui, nos clients, nos donneurs d'ordre, nos partenaires mettent en place des dispositifs pour améliorer le ressenti client, avoir une approche aussi beaucoup plus sociale, sociétale, je dirais également, éthique. Et ça commence à porter ses fruits, clairement, que ce soit dans des relances de premier niveau, on appelle ça, dès le lendemain ou les premiers jours de l'impayé. Et puis quand on est après plusieurs semaines ou mois de retard par des sociétés de recouvrement ou des huissiers de justice. D'accord, l'idée c'est que justement le débiteur dont vous parliez tout à l'heure soit vraiment considéré malgré tout comme un client, y compris dans cette phase. Tout à fait, on est vraiment dans des approches très relation client. On le voit bien d'ailleurs, les services recouvrement sont de plus en plus rattachés aux directions de la relation client, de l'expérience client, et non plus uniquement aux DAF, aux directions financières des entreprises. D'accord. Alors vous, chez WebHelp, en 2018, vous avez décidé de nouer un partenariat avec l'association Crésus. On sait effectivement qu'il y a des situations particulièrement difficiles parfois dans le recouvrement. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette initiative? En fait, WebHelp, le groupe WebHelp, quand il a décidé de lancer une véritable offre recouvrement, a souhaité faire les choses dès le départ différemment et autrement des pratiques du marché. Et en fait, en rencontrant Maxime, on a tout de suite compris qu'on avait des motivations et des intérêts, mais au sens intérêt pour le client final, des intérêts communs. Et on a souhaité donc nouer un partenariat fort qui s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est de pouvoir faire des actions de communication, de sensibilisation et d'information auprès des marques, mais aussi du grand public. C'est notamment ce que nous avons fait avec une rencontre clients qui ont bénéficié du dispositif Crésus et des donneurs d'ordre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dispositif? Qu'est-ce que fait Crésus d'ailleurs? Parce qu'on parle de partenariat, mais... En fait, nous, on est là pour accompagner les personnes en surendettement. Donc les débiteurs sont nos bénéficiaires, ce qu'on appelle des bénéficiaires, donc des personnes qui sont accompagnées par les 600 bénévoles de notre réseau et les salariés de nos dispositifs de prévention du surendettement. Faut bien se rendre compte
du coût humain du recouvrement. Le coût humain du recouvrement, il est énorme. C'est 3 suicides par jour, c'est des familles qui explosent, c'est des personnes en difficulté financière avec souvent aucun contact, des personnes qui s'isolent et avec un résultat qui mène souvent au drame. Et surtout, on se rend compte d'une chose, c'est que 30% de notre activité au téléphone est générée par des actes de recouvrement agressifs. Donc, on est 600 bénévoles, on a 3 millions de personnes avérées en fragilité financière en France, on a 17 millions de personnes qui sont en difficulté sociale en France. On voit le climat social actuel. On peut rester dans notre tranchée, faire les chevaliers blancs, se plaindre de l'inaction de l'État, de l'inaction des entreprises, venir dire que les choses ne changeront pas. Ben non, le soir, on s'est rencontrés et qu'on a mis bout à bout nos problématiques, nos enjeux et les choses qui nous animaient. En définitive, on s'est découvert plein de points communs et surtout, je vais vous dire, on est très seuls. Combattre le surendettement seul, combattre le surendettement face au temps de détresse sociale dans notre pays, il ne faut pas rêver. Si toute la société civile ne s'y met pas, on va se retrouver face à un péril énorme pour notre démocratie et pour notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ça peut être complètement contre-intuitif ou bien paraître complètement contre nature qu'on travaille ensemble. Ben, pas du tout. On est en contact avec les mêmes personnes. À l'heure actuelle, il faut bien dire une chose, c'est que les entreprises, si elles ont plus d'opportunités de contact client avec les personnes en impayé que les personnes lors d'actes de vente, d'accord? Si on ne donne pas un accompagnement aux clients au moment où ils sont en difficulté, où ils en ont plus besoin, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que la relation client? Complètement. Complètement. Et au-delà, donc j'ai parlé du premier pilier, mais il y a deux autres piliers importants. Il y a le soutien de l'application BGV, Budget Grande Vitesse, que va lancer Crésus d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est vraiment des logiques d'accompagnement budgétaire. Et puis surtout, il nous paraissait d'abord important, au-delà de communiquer, surtout, c'était aussi de former l'ensemble de nos collaborateurs qui, au quotidien, sont avec des clients en difficulté financière, de pouvoir mieux détecter les clients fragiles et de pouvoir proposer un premier niveau d'accompagnement vers des structures adaptées qui correspondent à leurs problématiques. D'accord. Alors, on va revenir effectivement sur toutes ces initiatives tout à l'heure. Mais en novembre, l'année dernière, vous avez organisé une manifestation conjointe pour présenter votre démarche. Et vous y avez annoncé, je cite, la fin du recouvrement à la hussarde. Et vous avez présenté aussi à cette occasion l'année 2019 comme l'an 1 de l'expérience financière client. Alors ça, forcément, nous, chez Agora News, expérience client, ça nous a interpellés. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept? En quoi le recouvrement fait partie finalement du parcours client, de l'expérience client? Alors déjà, 2018, c'était effectivement un concept. On essaie d'en faire véritablement aujourd'hui un levier, un moyen d'action pour les marques. En fait, c'est tout simple. Aujourd'hui, quand un client se retrouve dans une situation d'impayé, il y a deux raisons majeures à ça. La première, effectivement, c'est qu'il n'a pas les moyens d'honorer ses paiements. Mais la deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a souvent eu une rupture dans les process en amont entre la marque et ce client-là. Il a été mal facturé, on lui a mal expliqué son offre, il a surconsommé, il n'a pas trouvé les solutions de paiement qui lui convenaient. Et donc, en fait, l'idée avec cette notion d'expérience financière client, c'est de repartir et de reprendre tout le parcours client sous un angle financier. Et là, on s'aperçoit qu'il y a bien des étapes clés sur lesquelles les marques doivent aujourd'hui créer un véritable avantage concurrentiel, et elles le peuvent. Ça va permettre aussi de se différencier par rapport à des concurrents, et on sait que la concurrence est forte sur certains secteurs. Donc c'est tout ça que nous essayons aujourd'hui de mettre en œuvre auprès de nos clients, et avec l'appui bien évidemment de Crésus, notre partenaire. D'accord.
Alors effectivement, à cette occasion, vous avez annoncé plusieurs initiatives qui doivent permettre de faire vivre ce partenariat. Vous avez évoqué notamment la création d'un observatoire de l'expérience financière client. Alors, où en est-il ce projet dont vous en avez parlé comme d'un projet en novembre l'année dernière? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et puis en quoi ça consiste? Pourquoi un observatoire? Alors, pourquoi un observatoire? En fait, on a constaté avec Maxime qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de recouvrement, de bonnes et de mauvaises pratiques, mais en fait, on n'avait jamais réalisé un état des lieux de ces bonnes et mauvaises pratiques. Donc ça, c'est notamment ce que nous allons faire à travers cet observatoire-là, que ce soit en France, mais aussi en Europe, essentiellement. Mauvaises pratiques où chez les que ce soit directement les marques ou leurs prestataires, partenaires en recouvrement. Donc c'est vraiment de toucher tous les étages du parcours. Les organismes financiers aussi. Enfin, voilà, tout à fait. L'ensemble de la chaîne. Donc cet état des lieux en France, mais aussi en Europe, puisqu'on va aussi pouvoir trouver des choses assez intéressantes qui se passent en Europe. Crésus est souvent dans d'autres pays européens et ça, c'est aussi important. Il y a des approches différentes parfois. Absolument. Surtout que le recouvrement a très mauvaise presse, qu'on soit clair. C'est facile de stigmatiser toute une industrie, de dire que le recouvrement est un métier de hussard qui massacre les gens. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ressortir les bonnes pratiques? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas changer les pratiques en montrant justement ce qui marche et ce qui est efficace? Parce que, autant le dire, le recouvrement à la hussarde, on voit les résultats chez nous. Tout ce que ça crée, c'est du conflit. Tout ce que ça crée, c'est des situations de blocage où les personnes sont encore plus en détresse. On voit des choses, on voit n'importe quoi qui se fait dans le secteur. Franchement, appeler un employeur pendant un service du midi pour demander au patron de payer à la place du débiteur, mais qu'est-ce qui peut passer par la tête de ces gens-là? Appeler un gamin pour dire à son père si ton papa paye pas, l'huissier va venir te prendre et t'emmener chez l'assistante sociale. Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec des choses pareilles? Ça ne sert à rien. C'est sûr que même si le client rétablit sa situation après, il ne risque pas d'être fidèle à la marque. Ça ne risque pas d'être fidèle à la marque. En plus, on se retrouve avec des situations qui détruisent la solvabilité de la personne. Donc, ça crée encore plus d'impayés et encore plus de situations de pauvreté. Mais par contre, on voit d'autres pratiques, des pratiques qui sont admirables et qui en plus connaissent des vrais résultats. Et qui en fait la publicité, qui en parle? Au niveau européen, on a des sujets comme les NPL, les Non-Performing Loans. On est sollicité, on a eu beaucoup de contacts avec les parlementaires au niveau du plaidoyer sur les Non-Performing Loans. Ils avaient besoin de matière. Nous, on a cette matière, on a cette data. À force d'accompagner les personnes en nous structurant avec un système d'information, on a énormément de données. Maintenant, donc, on pourrait... Voilà, l'observatoire, du coup, il va permettre d'apporter un compromis clair sur les actes métiers. Je ne suis pas capable, moi, de dire simplement qu'est-ce que c'est une bonne ou mauvaise pratique. Il faut se concerter entre différents acteurs. Donc, c'est le but de cet observatoire, c'est de repérer les bonnes pratiques, leur impact et leurs résultats. Et il est en place alors? On a justement 2 personnes qui travaillent à temps plein sur ce projet-là. On avait parlé à la fin du premier trimestre 2019. Je pense qu'à quelques jours ou semaines près, on tiendra les délais. Mais au-delà de l'état des lieux, l'idée, c'est aussi vraiment de créer un forum d'échange, de partage, et pas uniquement entre professionnels. L'idée, c'est aussi d'impliquer les particuliers. On le voit bien, enfin, quand on sollicite les bénéficiaires du dispositif Crésus, ils sont là, ils viennent, ils échangent. Donc, on a une ambition très forte. On est en train de finaliser tout ça, de déterminer le comité scientifique, stratégique de cet observatoire-là, qui soit très représentatif des marques, mais aussi des particuliers. Donc, on va annoncer très prochainement un événement justement pour le lancement de cet observatoire. D'accord, très bien. Et il y aura des réunions régulières, enfin, tout à fait. C'est un observatoire qui fera des bilans d'étapes réguliers, quoi. Pour ajouter, nos bénéficiaires sont extrêmement heureux de pouvoir dire et pouvoir participer, prendre la parole. Vous vous rendez compte, vous êtes bénéficiaire, vous sortez d'un plan de surendettement, vous vous retrouvez avec 43 donneurs d'ordre, des responsables du recouvrement pour expliquer votre histoire, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous n'avez pas trouvé bien. Je crois qu'il n'y a rien de mieux pour rétablir nos bénéficiaires, leur permettre, les rendre acteurs aussi
de ce changement sociétal, les rendre acteurs aussi des bonnes pratiques, et ils sont extrêmement demandeurs. On n'a aucun problème pour leur demander de participer. Et ça se passe super bien, très très bien. Alors, on a beaucoup parlé des débiteurs du côté client, mais vous avez aussi annoncé un engagement qui passe par des actions de formation, en fait, Webhelp Payment Services. Donc, l'ensemble des collaborateurs vont être accompagnés, apparemment, par l'association Crésus pour apprendre aux collaborateurs à détecter assez tôt les clients les plus fragiles, les orienter vers des solutions les plus adaptées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de ces formations? L'objectif, ce n'est pas de transformer les salariés de Webhelp en travailleurs sociaux, je vous rassure. Il ne s'agit pas non plus de transformer toute la filière du recouvrement pour se substituer à Crésus. Ça, absolument pas. Ça ne serait pas le but et ça aurait peu de succès, je pense. Et pour la question du modèle économique, on pourrait se poser de grosses questions. L'objectif, c'est d'hybrider. On a mis en place des process, on a mis en place des formations où on va se baser sur des actes métiers qui vont permettre d'avoir une connaissance globale de la personne et l'accompagner dans sa globalité de sa situation. Pas simplement lui demander de payer à l'aveugle un montant déterminé à l'aveugle, mais lui donner des outils aux conseillers, à la fois pour avoir une approche globale de sa situation, mais aussi déterminer une capacité de rembourser de manière adaptée avec le client, sur des temps de communication qui sont pas forcément très longs, c'est une question de méthode, et aussi également des outils de serious game pour les mettre dans la situation de la personne, leur donner des outils pour qu'ils puissent trouver des solutions, par exemple des aides le non-recours, régler le problème de non-recours aux aides sociales, aux niches fiscales, leur donner quelques conseils qui leur permettent de... en fait, simplement comme un urgentiste qui va poser les gestes de premier secours, arrêter l'hémorragie et donner les pistes pour amorcer un rétablissement. Si c'est un bobo, ça suffit. Si ce n'est pas un bobo, dans ce cas-là, l'orienter vers la solution pérenne qui apporte une solution à long terme à la situation de cette personne. Parce que de toute façon, ce qui est très important, c'est que si la personne n'a pas une solution à long terme, elle va revenir en impayé chez le client, elle va revenir en impayé auprès de la société. Là, on peut se poser des questions. En fait, les questions qu'on peut se poser, c'est le modèle économique de l'existant avec l'augmentation du risque client. Est-ce que on n'est pas en train, en gardant les mêmes méthodes et en regardant les mêmes process avec une société qui évolue, avec de plus en plus d'acteurs réactifs, de plus en plus d'automatisation, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une mise en péril de notre système et des modèles économiques des entreprises du fait de la réplication automatique de mauvaises pratiques ? Alors pour le collaborateur, j'imagine que c'est dans cette phase très particulière de l'expérience client, donc qui est le recouvrement. J'imagine que ce n'est pas facile à vivre aussi, tout simplement. Donc ça fait aussi partie de déjà, ce sont des profils aussi particuliers, nos conseillers. D'accord. Et en fait, on essaie aussi justement, on parle beaucoup de recouvrement là, mais en fait, c'est peut-être pas le bon terme. On est vraiment dans des logiques plutôt de régularisation, dans des logiques de solution. On n'a pas, nous, des agents de recouvrement. Voilà, on a d'abord des conseillers qui sont là pour écouter, comprendre pourquoi la personne n'a pas payé. C'est tout bête, mais c'est déjà quand même la base. Pourquoi elle n'a pas payé. Et ensuite, de trouver, selon aussi les règles de gestion, les méthodes de la marque, de trouver une solution pour que ce client-là régularise et reste aussi client. Voilà. Vous parlez aussi de recouvrement inversé, ça veut dire quoi? De quoi s'agit-il? En fait, avec tous les échanges que l'on a pu avoir avec Crésus, il y a un constat qui était en fait implacable et qu'on avait sous les yeux. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de relances tous les jours, par courrier, par email, par SMS, par messages vocaux, par appel sortant, pour recouvrer un impayé. Et en fait, la personne qui est en difficulté, alors, elle va avoir X crédits. Alors, Maxime va nous donner des chiffres qui peuvent faire peur quand on va dans les maximums, mais la personne va avoir 3-4 crédits, et bien évidemment, quand elle est en difficulté, elle ne va pas pouvoir les payer. Mais elle ne va pas pouvoir aussi payer sa facture d'électricité, sa facture télécom, et donc elle va recevoir un nombre de relances qui va être incroyable. Et au bout d'un moment, elle va faire l'autruche. Elle ne va pas répondre. Et là, on aura perdu
une personne. Donc clairement aujourd'hui, l'idée c'est de se dire pourquoi, et comme le fait Crésus d'ailleurs aujourd'hui, c'est d'ailleurs, j'invite l'ensemble des auditeurs d'aller chez Crésus à Strasbourg, sur leur plateforme, de faire de la double écoute. C'est un moment très très riche et Crésus vous accueillera avec grand plaisir. On s'aperçoit qu'une chose, c'est qu'en fait, il faut que le client s'engage dans cette démarche de régularisation. Et donc, en fait, avec ce recouvrement inversé, c'est une ambition. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on est là aussi pour faire bouger les lignes. C'est de se dire, demain, redonnons la main au client, mettons-le au cœur du dispositif et qu'il soit vraiment accompagné. Et c'est dans ce sens-là où nous pouvons intervenir avec Crésus pour qu'il retrouve une situation financière correcte. Voilà, c'est ça. De votre côté, vous parlez de l'appli, vous planchez sur une appli budget grande vitesse, c'est ça? Oui, absolument. D'ailleurs, pour revenir sur les propos de Franck, on paye la choucroute si vous venez. Il n'y a pas de souci. On sera très heureux de vous accueillir. Vous appelle beaucoup de monde, oui. Parmi nos auditeurs. Mais vous savez, on pense que plus de gens verront comment on travaille, verront les réalités du surendettement, moins on aura de travail. Et nous, on ne demande que ça. On demande qu'à disparaître. On aime ce qu'on fait, mais on aimerait bien régler le problème. Par rapport à BGV, Budget Grande Vitesse, cette application, c'est dans le cadre de la réglementation européenne DSP2, c'est-à-dire l'open banking. L'open banking va offrir des opportunités et des risques incroyables. Bon, alors pour revenir au surendettement et aux réalités du surendettement, à l'heure actuelle, la vraie carence qu'on a au niveau français, c'est le manque de ce qui s'appelle un fichier positif. C'est-à-dire qu'on a un record avec une personne, avec 150 crédits sur la même personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de partage de données entre les établissements. Il n'y a pas de KYC automatisé. Il n'y a pas d'outils qui permettent de faire une analyse globale de la situation au réel. 70% des Français n'ont jamais fait de budget. Donc, leur demander, faire une fiche de dialogue qui va coûter à peu près 84 € en moyenne au moment de l'octroi d'un crédit, c'est pas ce qu'il y a de plus efficient. On est un des seuls pays dans le monde, en Europe, le Luxembourg et l'Albanie, à ne pas avoir de fichiers centralisés. Sur le restant de l'Europe, c'est pas beaucoup mieux. Du monde, c'est la Corée du Nord et Cuba. Donc, il faudrait peut-être profiter de cette opportunité, surtout qu'il y en a qui se positionnent déjà, les GAFA. Donc, Google, Facebook, qui vont sauter sur cette opportunité de l'open data et où on va se retrouver avec un problème de souveraineté des données du consommateur français. Nous, à IBGV, on veut se positionner comme ce tiers de confiance détenteur des données du consommateur à but non lucratif, sécurisé et gratuit. Et donc, c'est un agrégateur qui va permettre de gérer son budget, qui va permettre d'avoir des conseils. Ça va être couplé avec un coffre-fort numérique. Et dans ce cadre-là, on va aussi intégrer une fonctionnalité de recouvrement inversé qui va permettre d'ubériser les premières relances clients, ou simplement, il va y avoir une notification au moment de la détection d'un impayé et d'un rejet sur prélèvement, et de proposer une solution immédiate au consommateur, à sa main, et sans passer par des parcours clients. On les a fait, hein. Je pense que tout le monde a fait ses parcours clients, au moins par curiosité. Franchement, il y a des choses qui sont à ne pas faire. Des robots qui vous demandent votre numéro de dossier sans que vous sachiez qui vous appelle, c'est contre-productif. Bien, on arrive bientôt au terme de cette émission. La dernière question que j'ai envie de vous poser pour conclure, c'est votre partenariat a presque 1 an maintenant. Quel premier bilan vous pouvez en tirer, aussi bien en externe, vis-à-vis des clients, qu'en interne, vis-à-vis des collaborateurs? Alors sur l'aspect communication, clairement, aujourd'hui, on note un véritable intérêt des marques à adopter de nouvelles démarches, de nouveaux dispositifs. Donc ça, c'est pour l'instant un vrai succès. Il y a une forte attente, comme vous l'avez signalé, sur l'Observatoire également. Sur la partie des collaborateurs, on n'a pas encore fini de déployer toute cette formation-là auprès de tous nos collaborateurs, mais c'est en bonne voie. Et là aussi, c'est aussi... on va dire que nos collaborateurs se sentent encore plus utiles, en fait, dans leur quotidien. Et donc ça, c'est important pour nous.
Ensuite, en termes de résultats, c'est encore un peu prématuré parce qu'on a des chiffres assez intéressants, mais on veut encore les affiner et bien les valoriser. On en parlera sûrement à l'Observatoire. Donc en tout cas, c'est un vrai succès. Nous, on est enchantés. On a beaucoup de choses encore à faire. Et puis on attend aussi... Je renvoie la patate chaude à Maxime, c'est le BGV. On attend, comme beaucoup de partenaires, le lancement du BGV. Moi, les premiers résultats que je vois, il y a des résultats vraiment palpables. Tout d'abord, c'est l'enthousiasme des personnes qui nous rejoignent, aussi bien dans notre vision commune qu'on a eu l'occasion d'exposer. Simplement ça, on voit des entreprises avec qui on n'avait aucun contact jusqu'à présent, qui viennent et nous disent, mais écoutez, finalement, on ne pensait pas qu'on pouvait faire comme ça. En plus, on pensait que vous étiez contre nous et que vous ne vous battiez pas avec nous contre le surendettement. Donc en résultat, on se retrouve avec une communauté toujours plus grandissante de partenaires, avec des réplications de process, avec de plus en plus de demandes auprès de nos partenaires pour savoir et de quelle manière on peut travailler ensemble. Donc il y a un réel enthousiasme. Simplement pour vous illustrer le propos, en un an avec WebHelp, j'ai fait plus que qu'en 3 ans avec un projet de l'État qui s'appelle les points conseil budget et qui est un flop complet, et qui n'avance pas. Avec les acteurs du recouvrement, on progresse beaucoup plus qu'avec les administrations publiques. Et là, on va se retrouver bientôt avec un autre problème. Comment est-ce qu'on va arriver à les embarquer? Parce que de toute façon, si elles ne viennent pas avec nous et si on ne les embarque pas avec nous, on va se retrouver avec des situations complètement ubuesques, absurdes, mais tant pis, on fera quand même. Bon. Je crois que ce sera le mot de la fin. Vous reviendrez nous en parler, vous verrez sûr. si vous arrivez à les embarquer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous apporter votre expérience, votre éclairage. Voilà, j'espère que cette émission aura permis d'alimenter vos réflexions, vous aura été utile, vous aura apporté quelques clés pour faire du recouvrement un élément à part entière de l'expérience client dans vos entreprises et d'une expérience client réussie. À très bientôt pour de nouveaux débats sur Agora News Expérience Client.